Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bienvenue dans un jour sans fin. Depuis hier, on a un peu l'impression de revivre le même épisode que l'été dernier. À l'époque, c'était 2 doses de vaccin, sinon rien, c'est-à-dire pas de passe sanitaire. Les Français s'étaient précipités pour se faire piquer. On a donc remis ça hier, sitôt l'intervention du ministre Olivier Véran terminée. 1 200 000 demandes de rendez-vous pour la 3e dose ont été enregistrées sur le site Doctolib. À Marseille, les centres de vaccination ont été pris littéralement d'assaut. Reportage Stéphane Burgat. L'effet est immédiat, les prises de rendez-vous de dernière minute se multiplient, constate Monique Hernandez, la responsable de ce centre de vaccination. Ah oui, là on a vraiment plus de monde que d'habitude, puisque déjà là j'ai ouvert 3 salles, alors qu'habituellement j'avais que 2 salles d'ouvertes. Pascal, par exemple, vient compléter son schéma vaccinal avant que les structures soient saturées de demandes. C'est une dose de rappel. En fait, je travaille pas aujourd'hui, donc je profite. Mais oui, après, ce sera plein, je pense. Les annonces du ministre de la Santé, et surtout vu que ça repart la 5e vague, donc autant se protéger le plus tôt possible. C'est à moi. Que ce soit les doses de vaccin ou bien le personnel, tout est prêt pour faire face à la demande, selon Michel Rubirola, l'adjointe à la santé de Marseille. La ville va d'ailleurs augmenter ses capacités en ouvrant un nouveau vaccinodrome. De toute façon, nous, on est en ordre de marche pour faire face à l'accélération de la demande. Les structures existent. On pressentait qu'il y allait avoir des mesures dans ce sens-là. Donc, on a notre parc des expositions. On peut accueillir jusqu'à 3500 personnes par jour. Et ce vaccinodrome de 2500 mètres carrés ouvrira ses portes mercredi prochain. Marseille, Stéphane Burgat, Europe. Et pour gérer l'afflux de patients, les autorités ont prévu de rouvrir 300 centres de vaccination supplémentaires dans toute la France. Le ministre assure que la logistique suivra. 26 millions de doses de vaccins dorment dans les frigos. Quelques 19 millions de Français vaccinés depuis plus de 5 mois sont concernés par ce rappel. Faute de 3e dose, après le 15 janvier, leur passe sanitaire sera désactivé. Et c'est le fameux variant Delta qui submerge actuellement l'Europe. Les Pays-Bas et la Belgique devraient prendre de nouvelles mesures de restriction. Et on apprend qu'en Afrique du Sud, un nouveau variant du Covid-19 vient d'être détecté. Il est décrit comme potentiellement très contagieux. Petit nom pour le moment provisoire, sans doute B11529. 7h03, la crise des migrants. Il y a un peu de friture sur la ligne entre Paris et Londres. Les 2 pays avaient convenu de tout faire pour régler la situation et empêcher les migrants de vouloir rejoindre l'Angleterre au péril de leur vie. Mais ça, c'était avant la publication sur Twitter d'une copie de la lettre de Boris Johnson à Emmanuel Macron. Le Premier ministre britannique demande à Paris de reprendre tous les migrants qui tentent la traversée de la Manche. Claire Di Giacomi. Oui, en langage diplomatique, il demande un accord bilatéral de réadmission. En clair, ramener automatiquement les migrants illégaux en France. Une telle mesure permettrait, selon Boris Johnson, de dissuader les tentatives de traversée, mais aussi de briser le modèle économique des passeurs. Le Premier ministre propose également des mesures de court terme, des technologies plus avancées pour la surveillance des côtes, par exemple. Il réitère aussi sa proposition de patrouille conjointe sur les plages du Nord, avec des officiers britanniques pour aider les Français. Boris Johnson se montre donc à l'initiative sur ce dossier du contrôle des frontières, question centrale du Brexit, que son gouvernement n'est jusque-là pas parvenu à maîtriser. Claire Di Giacomi en direct de Londres. Les discussions ne font que commencer. Elles se poursuivront dimanche à l'occasion d'une réunion à Calais en présence de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Autour de la table, les ministres en charge de l'immigration belge, allemand, britannique et des membres de la Commission européenne. La situation reste à la fois confuse et tendue aux Antilles françaises après une nouvelle soirée d'affrontement en Martinique. Le préfet vient d'instaurer un couvre-feu de 19h à 5h du matin. Pas de date de sortie. Il sera levé lorsque le calme reviendra. Mais la soirée a encore été marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. En Guadeloupe, les opposants au pass sanitaire ne désarment pas et occupent plusieurs barrages. Notre envoyé spécial Mathieu Bock a pu se rendre sur l'un d'eux. Avec ses 2 mains, Loïc lève la poutre métallique qui fait office de barrière posée sur 2 carcasses de voitures calcinées. Cet homme cagoulé laisse passer quelques véhicules au compte-gouttes sur ce rond-point stratégique qui relie le nord et le sud de l'île. Ça fait 2 semaines que je ne travaille pas, que je ne peux pas aller au boulot. Je ne peux pas concevoir qu'il y a d'autres personnes qui vont travailler. On se bat pour eux. C'est pas pour rien qu'on l'a fait. C'est pour une bonne cause qu'on l'a fait. C'est pour tout le monde. Et c'est même pas pour nous, c'est pour nos enfants qui viennent demain. Car c'est un point commun entre tous ces grévistes. Ils parlent spontanément de leurs enfants, comme Christelle qui dort ici depuis 4 jours. Moi, ce qui me chagrine déjà, c'est qu'en 2009, j'étais déjà là. On est en 2021. Mon fils de 20 ans se retrouve sur le même rond-point, en train de revendiquer. Je me dis, on a un problème. Peut-être qu'en 2030, ce seront encore ses enfants. Yann, lui aussi, évoque son fils. Il sait qu'il devra quitter l'île un jour. On n'a pas le choix. Là, il faut voir si mon fils il fera un départ sur le Canada pour continuer à vivre, éventuellement acheter une maison. Ici, c'est pas possible. On estime que près de la moitié des jeunes quittent la Guadeloupe après le bac et que les 3/4 ne reviennent jamais. Petit bourg, Mathieu Bock, Europe 1. Et pas d'avancée du côté des négociations.
l'intersyndicale indique avoir claqué la porte de la réunion avec les représentants du gouvernement et les autorités locales. C'est devenu un phénomène autant aussi attendu que les soldes, voire plus même encore, compte tenu que ça ne dure qu'une journée, le Black Friday. Opération commerciale importée des États-Unis et qui s'est imposée chez nous, l'occasion pour les consommateurs de bénéficier d'importants rabais. Carole Ferry, le Black Friday a beau être décrié, c'est devenu l'un des grands rendez-vous de l'année. Eh bien écoutez, même en magasin, aujourd'hui, vous avez à peu près autant de monde le jour du Black Friday que la veille de Noël, selon l'Alliance du commerce. Le phénomène est encore plus marquant sur Internet. Nathalie Mény est la directrice générale de Sarenza.com. Le jour du Black Friday en tant que tel, ça représente, rien que le jour du vendredi noir, 6% des ventes de l'année. Et ça représente à peu près 2,5 fois ce qu'on fait sur 15 jours de solde en automne-hiver. Désormais, les promotions commencent même dès le début de la semaine. C'est le moment qui marque le lancement des achats de Noël, avec une priorité bien sûr sur les jouets, l'électronique et le gros électroménager, selon François Monboise. C'est le président de la FEVAD, la fédération du e-commerce. Les ventes dans l'électroménager, la période du Black Friday est supérieure à la période avant Noël. Pour les gros achats, clairement c'est de l'anticipation. Et selon le cabinet d'études BCG, les Français ont prévu de dépenser en moyenne 300 € cette année pour le Black Friday, avec une nette différence selon le genre. Les hommes ont prévu de dépenser 25% de plus que les femmes. Tiens, Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Et pour ceux qui refusent de courir les magasins, j'en suis à la lecture. Pourquoi ne pas s'offrir le Goncourt des lycéens ? Clara Monod remporte l'édition 2021 pour son roman S'adapter. Ce petit frère du Goncourt est tout sauf une pâle copie. C'est un prix qui compte, Nicolas Caro. Le Goncourt des lycéens, le dernier prix de la rentrée littéraire, est aussi l'un des plus importants. Clara Dupont-Mono était à son travail quand son éditeur l'a contactée. On m'a appelé, donc on m'a dit tu prends tout de suite ton vélo et tu nous rejoins. Donc je me suis retrouvée à pédaler comme une dératée sur mon vélo et en faisant attention à ne pas avoir d'accident parce que j'avais les yeux tout mouillés. Donc voilà, mais je suis arrivée à bon port. S'adapter, le roman de Clara Dupont-Mono, raconte l'histoire de l'irruption d'un enfant lourdement handicapé dans une fratrie. Au moment de l'écriture, elle n'était pas sûre que le sujet puisse intéresser les lecteurs. C'est miraculeux parce que d'une expérience solitaire qui est l'écriture d'un livre, il y a brusquement des bras en fait qui non seulement le hissent mais le serrent contre eux. Donc c'est bouleversant en fait. D'autant plus miraculeux qu'il s'agit du 3e Grand Prix pour ce roman après le Femina et le Landerneau. Un succès de librairie assuré, le Goncourt des lycéens à lui seul dépasse souvent les 300 000 ventes. Nicolas Caro, S'adapter de Clara Monod, prix 2021 du Goncourt des lycéens, c'est aux éditions Stock. Et voilà une belle idée de cadeau de Noël. Merci Christophe Lamar, vous venez tout à l'heure à 8h30 à suivre sur Europe 1. L'édito international, il n'y a pas qu'aux Antilles que les autorités voient se dresser des barrages et qu'on entend des mots anti-français. Après le Mali et le Niger, l'hostilité à la présence militaire française s'exprime au Burkina Faso. Depuis plusieurs jours, les populations bloquent l'avancée d'un convoi de ravitaillement de l'opération Barkhane, accusé, c'est évidemment totalement faux, de collusion avec les djihadistes. Récit Vincent Herfouet dans un instant.